Merci de nous rejoindre sur la 2STV, la première chaîne privée du Sénégal. Bienvenue dans Actu Show. Les campagnes électorales donnent souvent l'occasion aux hommes aspirant à présider à nos destinées de faire des propositions de programme. Lors de la présidentielle de 2012, les candidats n'ont pas dérogé à la règle, même si d'aucuns estiment que cette élection était plus un référendum contre le président sortant Abdoulaye Wade qu'autre chose. Il faut reconnaître que le programme Yoonu Yokkute proposé par le président de l'Alliance pour la République Macky Sall avait des côtés attrayants qui ont convaincu l'électorat. À cet électorat qui a décidé de le consacrer président de la République sénégalaise avec 65% des suffrages. Macky Sall qui préside donc aux destinées de la nation sénégalaise. Une année après cette élection, nous avons le devoir de questionner les politiques mises en musique par son gouvernement, surtout que le peuple sénégalais a mis à sa disposition tous les leviers de commande pour enclencher la voie de l'émergence économique. Et pour faire le bilan de cette première année de présence de Macky Sall à la tête du Sénégal, nous avons jugé raisonnable de nous arrêter autour de 5 secteurs vitaux pour la construction économique d'un pays. Il s'agit des conditions de vie des Sénégalais, un ensemble qui englobe beaucoup d'aspects de l'éducation et de la formation, de la réforme des institutions, des réformes promises par le président de la République, de l'agriculture ou encore de l'emploi des jeunes. Et pour ce numéro d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Soro Diop. Il est journaliste, analyste politique. Soro Diop est un habitué des débats politiques. Il est également le chef du desk politique du journal Le Quotidien. Soro Diop. Avec nous également sur ce plateau, Youssou Diallo, un sortant de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'était à l'époque l'appellation. Il est de la promotion de 1987. Youssou Diallo est un inspecteur de la coopération. Il fut conseiller du président de la République Abdoulaye Wade. Il fut également conseiller du dernier premier ministre de Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye. Youssou Diallo qui est économiste de formation. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sori Fanta Madi Kaba. Sori Fanta Madi Kaba est membre du directoire de l'Alliance pour la République, membre du pool de porte-parole de cette dite formation. Il est diplômé en administration électorale. Il est également titulaire d'un master en coopération pour le développement. Il est présentement le directeur des fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Sori Fanta Madi Kaba. Et enfin, Mounirou Ndiaye. Mounirou Ndiaye est enseignant à l'université de Thiès. Il est économiste. Mounirou Ndiaye est l'auteur d'un ouvrage intitulé L'économie sénégalaise, enjeux et problématiques, ouvrage publié par la maison d'édition Harmattan. C'était en 2010. Mounirou Ndiaye. Nous sommes accompagnés dans cette émission par l'Association des jeunes pour le développement de Médina Kell, des jeunes qui seront avec nous tout au long de ce débat. Dans cette émission, nous nous appuyons sur des éléments de reportage pour faire ressortir les différents angles, les différents aspects de notre sujet de discussion. Et je m'en vais vous proposer tout de suite un élément sur le bilan analysé globalement. Une ère nouvelle commence pour le Sénégal. Ensemble,
Ensemble, nous allons rapidement nous atteler au travail de redressement attendu par chacun et attendu de chacun. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Après un an d'exercice du pouvoir, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours ou bilan partiel. Un bilan satisfaisant pour la mouvance présidentielle. Des responsables du Parti démocratique sénégalais, principal parti d'opposition, n'ont pas la même appréciation. Pour nous, il n'y a aucun doute. Le bilan de l'an 1 de Macky Sall est globalement négatif. Le peuple le dit, les segments entiers du peuple s'organisent pour faire face à ce régime moins d'un an après le 25 mars 2012. Les catastrophes se suivent, montrant d'une certaine manière et jusqu'à un certain degré que ce régime est le plus catastrophique de notre histoire. Pour le Premier ministre, comparaison n'est possible que par rapport à un élément antérieur. Plutôt que de critiquer et de dire rien n'a été fait, ils n'ont qu'à rappeler ce qu'ils ont fait et comparer ce qu'ils ont fait à ce qui vient d'être fait. Comme ça, au moins, le débat pourra être fructueux. Macky Sall entend placer son magistère sous le signe de la rupture. Pour le chef du gouvernement, cette rupture est déjà effective. Ça n'a l'air de rien. Mais vous avez dû constater qu'il n'y avait plus de motards devant chaque véhicule de ministres ou de personnes importantes, avec des sirènes sonnant partout. L'agriculture, la santé, l'emploi de jeunes sont autant de priorités définies dans le programme Yonou Yokouté du nouveau pensionnaire du Palais de la République. La mise en œuvre de ces promesses de campagne fait réagir le député de l'ancienne législature. Nous maîtrisions ce que nous faisions. En 2010, nous étions à 2 100 000 tonnes de céréales. Nous étions à 1 200 000 tonnes d'arachides. C'est parce que nous avions subventionné les semences, nous avions subventionné les engrais, nous avions subventionné le matériel et nous avions subventionné la production. Il n'y a qu'au Sénégal, avec Wade, qu'on peut faire cela. Nous parlons sur des faits. On peut tout nous taxer. Mais la maîtrise de l'État, la maîtrise de ce que nous voulions, la vision, là nous l'avions. La demande sociale n'est toujours pas satisfaite. Les membres de la majorité présidentielle le concèdent. La réponse, c'est d'accélérer les réformes. Réforme de l'école publique sénégalaise, qui est une école malade. Réforme de notre système de santé. Réforme de notre agriculture. Réforme de notre école. Réforme de notre système de sécurité. Ce sont ces chantiers-là que les gouvernements précédents n'ont pas osé affronter, qu'il nous faut, nous, impérativement attaquer si nous voulons que le pays s'en sorte. Dans tous les cas, le citoyen sénégalais considère le respect strict des engagements de Macky Sall, contenu dans son programme Yonou Yokouté, comme une exigence. Il faut que les citoyens aussi comprennent que nous n'avons pas un bouton magique sur lequel on appuie pour commander, comme disait quelqu'un, tu commandes du soupe kanjo qui sort ou du mafé. Ça, c'est des visions qui n'existent pas. Donc, il faut préparer tout ça, mais en ayant une administration performante qui prenne conscience aussi qu'elle doit être une administration de développement. Soro Diop, je vais commencer par vous. La pression de la demande sociale étouffe le gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye. Comment expliquez-vous ce phénomène? Est-ce que ce sont les Sénégalais qui sont un peu trop pressés? Est-ce que c'est Macky Sall qui tarde à matérialiser ces promesses? Ou est-ce que la maison était tellement détruite qu'il fallait faire des travaux avant de commencer l'érection d'un nouveau bâtiment? Je pense qu'il faudrait que nous ayons quand même une appréciation un peu plus sereine, un peu plus responsable de la situation actuelle que nous traversons. Du point de vue de l'analyse, c'est vrai que les Sénégalais sont pressés. Et l'empressement des Sénégalais est à la mesure des engagements que l'on avait pris pour solutionner les problèmes sociaux qui se posaient. Mais dans ça, il y a au moins quelque chose qu'il faut retenir. Et je pense l'avoir dit à l'époque.
le président Abdoulaye Wade a bénéficié d'une première alternance dans le processus démocratique du Sénégal. C'était une nouveauté parce que l'élément manquant, la chaîne manquante de la démocratie sénégalaise a été l'alternance. Elle s'est réalisée en 2000. Je n'ai jamais vu au monde un président qui est arrivé au pouvoir et qui a bénéficié autant de temps de grâce. De 7 ans d'état de grâce. 7 ans, particulièrement d'état de grâce. On disait aux Sénégalais, vous vous souvenez du leitmotiv, laissez le vieux travailler. Jusqu'à 7 ans. Et l'état de grâce s'est particulièrement érodé à partir de 2009 avec les élections locales. Ça, c'est le processus qui a été entamé de la descente, peut-être, ce qu'on pourrait appeler peut-être la descente aux enfers, qui n'a pas été suffisamment bien capté d'ailleurs au niveau du président Wade à l'époque. Mais j'avais dit que Macky Sall ne bénéficierait pas de cet état de grâce. Il n'est pas possible parce qu'il est d'abord à une deuxième alternance. Et ensuite, les problèmes sociaux étaient tellement prégnants que les Sénégalais n'allaient pas lui donner autant de délai de grâce. Donc, à 1 an déjà, si on voit à peu près la configuration, la géographie de la réflexion par rapport à cet 1 an de Macky Sall, les Sénégalais ne sont pas encore satisfaits. Parce que c'est ce que j'appellerais aujourd'hui, parce que d'ailleurs Macky Sall, dans son discours à la nation, a éludé complètement cette question. Il s'est soustrait à l'exigence de bilan même d'étape. Pour plusieurs raisons. Je me demandais, est-ce que la maigreur des réalisations par rapport à l'épaisseur des engagements ne l'avait pas obligé à ne pas aborder cette question de ces réalisations. Ou bien qu'on est à une étape dans la construction de ce bilan, à une étape qui ne permet pas de pavoiser, de se gargariser de quoi que ce soit. Absolument, parce que de toutes les façons, on peut aussi à peu près le comprendre. Parce que ce n'est pas 1 an d'exercice de pouvoir, hein. Parce qu'il y a tout ce processus de mettre une équipe en place, de chercher ses repères, etc. Donc, à peu près, c'est 8-9 mois d'exercice de pouvoir. Et ensuite, il faut le reconnaître, c'est une étape de transition. Parce que l'opposition là crie aussi, le négationnisme qu'il crie, il n'y a rien de fait. Qu'est-ce qu'ils ont laissé aussi comme bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si les problèmes sociaux des Sénégalais, si la demande sociale avait été suffisamment résolue, ou au moins résolue à moitié, les Sénégalais ne seraient pas dans cette situation. Ça aussi, il faut le reconnaître. On reviendra peut-être sur beaucoup d'éléments. On va revenir sur l'héritage aussi a été lourd. Sur différents aspects de ce bilan de la première année de gestion de Macky Sall. Alors, Mounirou Ndiaye, est-il possible de mettre en musique une vision économique en seulement 1 année de présence à la tête d'un État? Je pense qu'à ce niveau, le démarrage, l'amorce est très importante. Parce que vous savez qu'Abdoulaye Wade avait une vision. Je l'ai dit dans le livre que j'ai publié. La vision de Abdoulaye Wade était basée sur du keynésianisme, c'est-à-dire la consommation, la circulation de l'argent. Ce qui fait qu'Abdoulaye Wade n'était pas très regardant sur la manière dont les marchés étaient conclus. Il voulait que l'argent circule. Ça, c'est une vision qui a fait que les Sénégalais avaient vu que l'argent circulait, même s'il y avait beaucoup de rétention frauduleuse de cet argent-là qui a ouvert des failles qui ont permis à des individus de s'enrichir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la difficulté principale pour Macky Sall. Donc Abdoulaye Wade avait une vision et cette vision-là l'a perdue parce qu'il n'y avait pas les mécanismes de contrôle qui pouvaient permettre avec ce keynésianisme-là d'agir et de pouvoir sanctionner à temps réel ce qui faisait des malversations. Macky Sall est venu avec une vision qui est portée dans le Yonou Yokouté. Et je peux être donc exposé de la sorte
En économie, on dit que tous les pays qui ont qui ont eu à adopter les mêmes technologies ont convergé vers le même niveau de productivité par tête. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que dans l'histoire, l'Europe a rattrapé pendant la période des 30 glorieuses, en 1945, à l'époque du plan Marshall, jusqu'en 1975, l'Europe a rattrapé les États-Unis. On a vu par la suite que le Japon a rattrapé l'Europe. On a vu ensuite que les dragons asiatiques ont rattrapé le Japon. Et aujourd'hui, la Chine est en train, mais l'Afrique est absente. Pourquoi l'Afrique est absente? Barack Obama nous l'a dit. Il nous a dit en 2009, quand il est parti au Ghana, que vous les Africains, vous avez tout pour vous développer, mais il vous manque un ingrédient. C'est la bonne gouvernance. Macky Sall a une vision. Et j'ai entendu un expert de la Banque mondiale dire que la traque des biens mal acquis peut porter préjudice à l'économie sénégalaise. Je lui dis oui dans une certaine mesure. Dans un pays où pendant 12 ans, l'argent a très mal circulé, avec une nébuleuse, une grande nébuleuse, tous les Sénégalais le savent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se targuent d'avoir reçu de l'argent de Abdoulaye Wade pour justifier leur fortune. Donc l'argent a très mal circulé. Si dans un pays, une grande partie de l'argent a très mal circulé et qu'aujourd'hui on en fasse la traque, ça peut tout simplement créer une rétention précautionneuse de cet argent-là qui a donné la sensation aux Sénégalais que l'argent ne circule pas. Donc la vision de Macky Sall aujourd'hui, c'est une vision de long terme. C'est-à-dire, je vais jeter les bases de la bonne gouvernance, quel que soit le temps que ça va durer, et ça me permettra à long terme de mettre le Sénégal sur les rails. Voilà une vision que je considère comme étant une vision très noble. Est-ce qu'il y a une déclinaison claire de cette vision qui permette aux Sénégalais d'atteindre un peu les fruits de cette politique? On se souvient un peu de l'ère Abdou Diouf avec cette volonté d'assainir les finances publiques. Ça lui a coûté peut-être une réélection en 2000. Est-ce que les Sénégalais comprennent assez cette vision de Macky Sall? Je pense que le gouvernement de Macky Sall a beaucoup péché par la communication. Je pense qu'en matière économique, il faut beaucoup communiquer pour montrer aux gens que les mécanismes qui permettent à un pays de se développer ne sont pas des mécanismes immédiats. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de retard dans les paiements de certains salaires, tels que les vacataires et ainsi de suite. C'est parce que l'exécution des dépenses dans un pays est beaucoup plus rapide que l'exécution des recettes. Ce qui fait que... Mais l'État du Sénégal est liquide. J'ai à l'époque dit que les caisses de l'État n'étaient pas vides. Idriss Seck n'a fait que me rejoindre dans ma position. Parce que je l'avais dit dans les médias, j'avais dit que les caisses de l'État n'étaient pas vides. On ne pouvait pas parler de la sorte. L'État ne pouvait pas réduire à une caisse. C'est des recettes et des dépenses à temps réel. Rien que la TVA et les taxes, tous les jours, on consomme. Il y a de l'argent qui vient à chaque fois dans les caisses de l'État. Donc vous n'êtes pas convaincu par le communiqué du ministère des Finances concernant l'état des finances publiques le 25 mars 2020? L'état des finances publiques du Sénégal a été toujours catastrophique pendant 12 ans. Il faut le dire. Ça a été toujours catastrophique. Il faut savoir que la dette, le rythme d'endettement du Sénégal a été très pernicieuse, très négative. De 17% du PIB à l'issue du programme PPTE, le point d'achèvement, le Sénégal a reçu 1072 milliards de suppression de dette, qui a fait que la dette du Sénégal ne représentait en 2006 que 17% du PIB. Au bout de 4 ans, on a vu que la dette du Sénégal a été doublée. C'est un rythme d'endettement qui était dû au fait qu'on était arrivé à un point où le Sénégal n'était pas très encore endetté parce qu'on avait supprimé la dette et qu'il y avait des poches d'endettement supplémentaires qui étaient venues s'ouvrir et que le régime, qui était très dépensier à l'époque, vous avez vu tous les fronts de dépenses qu'Abdoulaye avait ouverts, les autoroutes, des projets que le Sénégal n'avait pas la possibilité de ces projets-là. Et d'ailleurs, sur la cherté de la vie a été portée par cette dynamique de dépensière très négative qu'Abdoulaye Wade a amorcée, qui a fait que par la suite, l'État était un peu dans un, je vais m'excuser de ce terme-là, dans un vandalisme fiscal. Pourquoi? Parce que quand un État est très dépensier, il ne lutte pas contre l'inflation. Parce qu'un État dépensier sait que si la TVA est de 18%, si un prix est à 100 francs, je récupère 18 francs. Mais si un prix part à 200 francs, je récupère 36 francs. Donc je ne lutte pas contre l'inflation, ce qui me permet de renflouer les caisses de l'État, d'avoir de l'argent pour faire mes projets. C'est ce que les Sénégalais n'ont pas compris. Et c'est de cette situation dont Macky Sall a hérité. C'est une situation catastrophique et il faut accorder à Macky Sall le bénéfice de cette situation catastrophique pour justifier le fait que le pays est au point zéro, comme je l'ai dit dans une interview d'un journal de la place. Alors, Youssou Diallo, on ne va pas revenir sur le constat que vous faites de l'an 1 de Macky Sall à la tête du Sénégal. Le bilan, il est carrément négatif. Vous l'avez dit et vous l'avez répété.
Et pourquoi est-ce que la mayonnaise tarde à prendre? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre diagnostic de la situation? Oui, là, vraiment, je vous remercie et puis je salue les jeunes de l'association qui sont venus nous accompagner. Et je salue leur présence et je leur souhaite beaucoup de réussite dans la vie. Maintenant, concernant le problème sur lequel nous sommes en train de discuter, qui est le coût de la vie, parce que... pas seulement le coût de la vie, le bilan en général. Le bilan, donc, je pense que là, ça me permettra de savoir par quelle porte entrer. Effectivement, nous n'avons pas dit dans l'absolu que le bilan est négatif. Mais nous avons dit que le bilan est négatif au regard des attentes des Sénégalais. Et le climat aujourd'hui de manque de confiance et quasiment de rejet, parce que vous avez vu l'ensemble des sondages qui ont été faits à la veille de l'année de Macky Sall. Les insatisfaits tournent globalement aux environs de 50%. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le Sénégal était devenu, durant l'entre-deux tours, un immense champ de promesses irréalisables. Et parmi ces promesses, il y avait les promesses sur le coût de la vie. Et durant l'entre-deux tours, j'ai fait partie des gens qui ont participé sur beaucoup de plateaux de télé et de radio à des débats sur les différents programmes qui étaient proposés. Qu'est-ce que Macky Sall et son équipe nous disaient? Ils nous disaient que le coût de la vie est élevé parce qu'Abdoulaye Wade a un train de vie dispendieux. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons faire des économies de 120 milliards sur le budget d'Abdoulaye Wade que nous allons transférer sous forme de subventions pour faire baisser les prix. Voilà la rengaine qu'on nous a servi durant toute la campagne. Nous le disions de l'autre côté que ce n'était pas possible. Le Sénégal était un pays extraverti, c'est-à-dire un pays qui consomme pour l'essentiel à partir de l'étranger. Et que ces prix se formaient à l'étranger, c'est le pétrole, c'est l'huile, c'est la farine, c'est les consommations intermédiaires, c'est les machines, etc. Ces prix, en dehors de la fiscalité, le Sénégal n'avait pas de grosses prises. Donc promettre aux Sénégalais qu'on allait réduire les prix, c'était une promesse irréalisable. Et vous savez qu'Abdoulaye Wade demandait même à un certain moment 3 ans aux Sénégalais pour terminer ces chantiers et s'en aller. Mais pourquoi Abdoulaye Wade n'a pas proposé une baisse des prix? Parce qu'Abdoulaye est un économiste, est un homme responsable. Il savait que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, comme l'a dit Soro, le terrain du coût de la vie brûle les pieds de Macky Sall. Dans tous ses discours maintenant, il fait un zapping sur le coût de la vie. Il parle de tout, sauf du coût de la vie, parce que les promesses qu'il avait faites ne peuvent pas être réalisées. Mais c'est peut-être un héritage, cela est peut-être dû à l'héritage que vous lui avez laissé. Non. On se rappelle un peu que l'ancien président de la République a, au sortir de l'élection du 25 mars, reconnu qu'il a été grillé par la demande sociale, le coût de la vie, les inondations, les coupures d'électricité. Oui, mais là, c'est des facteurs objectifs. Et là, ça me permet d'enclencher sur l'autre aspect qui a conduit aujourd'hui à l'insatisfaction. Parce que vous savez que quand, dans un pays, une démocratie normalisée, les gens doivent arriver au pouvoir à partir des sondages, on sait presque demain que c'est peut-être le parti de M. X qui va arriver au pouvoir. Et M. X a un shadow cabinet qui examine la situation réelle du pays. Et toutes les promesses qui sont faites sont des promesses réalistes et réalisables. Mais parce vous que demain, pas sans savoir que durant les moments de campagne, il y a de la surenchère. Non, j'explique. Parce que le président que les Sénégalais attendaient le moins, c'était Macky Sall. Les Sénégalais attendaient peut-être entre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng à partir de la coalition Benno Siggil Sénégal. Et lorsque cette coalition a volé en éclats et qu'il y a eu cette situation qui a été créée d'émeutes et d'incidents au niveau du pays, on est parti au premier tour dans une élection qui n'était pas une élection qui s'est déroulée dans des conditions normales. Et Macky, qui était avec des alliés, qui à un certain moment a filé à l'anglaise et les a laissés
à la place de l'Obélisque pour aller à l'intérieur du pays battre campagne, a pris de l'avance sur eux. Moi, en tout cas, mon analyse simple me donne que les mêmes conditions économiques quand Wade était là, c'est les mêmes conditions que nous avons. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire de traque des biens mal acquis, il y a de la très mauvaise communication au plan économique, mais Macky Sall et son équipe ont créé une espèce de terreur au niveau des opérateurs économiques. Et les opérateurs économiques, vous êtes un économiste, comme le dit Milton Friedman, mais font des anticipations rationnelles. Ils se sont rendus compte qu'on est dans un environnement économique incertain. Qu'est-ce que les opérateurs économiques font? Ceux qui voulaient investir n'investissent pas. Ceux qui voulaient aller à la banque faire de gros dépôts, puisque maintenant, quand vous amenez même 3 millions de dépôts à la banque, vous risquez d'y passer la journée, on téléphone à la CENTIF, on téléphone à la Banque centrale, etc. C'est un ensemble de tracasseries. Et vous savez que, dans une économie libérale, les principes, c'est quoi? C'est le laisser aller, c'est le laisser faire, c'est le principe de enrichissez-vous. Et ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est réellement, est-ce que Macky Sall est un libéral? Parce que si on regarde aujourd'hui, au regard de son programme, qui est un programme à 80% social, couverture maladie universelle, caisse, assurance, sécurité maladie, bourse de sécurité familiale, etc., etc. On a l'impression que lui, il veut prélever l'essentiel des richesses nationales pour les affecter aux pauvres dans un pays où le niveau d'investissement est extrêmement bas et le niveau d'accumulation économique extrêmement bas. Donc, il y a même aujourd'hui une question aujourd'hui qui se pose, quelle est l'idéologie de Macky Sall tout court? Est-ce que c'est un libéral? Alors, Sori et Kaba, qu'est-ce qui se passe? Vous étouffez aujourd'hui sous le poids de la demande sociale. Les Sénégalais demandent du concret. Êtes-vous victime d'un trop-plein de promesses ou est-ce que vous avez du mal à mettre en musique la vision politique du chef de l'État? On nous parle de rupture. Qu'est-ce que le terme englobe? Parce qu'on y met tellement de choses que finalement on se perd dans la signification de ce mot. J'en arrive, mais je voudrais d'abord, au début de mon propos, vous remercier de cette belle invitation. Et remercier tous les camarades avec qui je partage ce plateau. M. Diop, pour son analyse pertinente tout à l'heure de la situation que vivent nos compatriotes sénégalais. M. Ndiaye, pour son courage scientifique. Et M. Diallo, qui fait partie de ces catégories d'hommes politiques qui sont dépassés par les Sénégalais. Et à travers ce public, tous les téléspectateurs qui nous suivent, pour répondre à votre question, je dirais plutôt que la rupture, elle s'annonce déjà. Tout à l'heure, M. Diop l'a dit, et je complète son analyse. En 2009, que la situation de l'image du président Wade a été totalement dégradée, qu'il sentait qu'il allait perdre les élections en 2012. Et c'est en 2009 qu'on a assisté à l'avènement d'un nouveau type de leader, en la personne du président Macky Sall, qui pendant 3 ans a tâté le pouls des Sénégalais et a sorti un programme de gouvernement intitulé « Le chemin du véritable développement » qu'il propose aujourd'hui aux Sénégalais et qu'il est en train de mettre en œuvre. Cela va passer inévitablement par un changement de paradigme à tout point de vue. Parce que, M. Ndiaye l'a dit, la situation de déconfiguration économique, sociale, institutionnelle de notre pays fait que nous sommes obligés de se mettre dans une logique de redressement avant de poser les actes par le biais desquels les Sénégalais vont tirer leurs fruits. Mais durant la campagne, est-ce que vous avez clairement expliqué, Absolument. ou lorsque vous avez pris le pouvoir, est-ce que vous avez clairement expliqué Absolument. aux Sénégalais que cela allait prendre du temps? Parce qu'on a l'impression que ces Sénégalais pensent que ce serait un effet immédiat. Ben, c'est là où, en fait, qu'il y a problème. M. Diallo l'a dit tout à l'heure, en le reconnaissant, que le président Macky avait annoncé un redressement qui, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan de l'épargne de l'État, allait nous permettre d'économiser au moins 120 milliards au niveau du train de vie de l'État. Ça, c'était déjà un élément important par rapport à la situation dans laquelle les finances publiques se trouvaient. Mais l'élément le plus important, c'est que le président Wade a été sanctionné parce que la demande sociale n'a pas été satisfaite. Le président Wade a été sanctionné parce que la situation au niveau de l'éducation était en décrépitude totale. On a frôlé l'année blanche. Le monde rural était dans une situation extrêmement difficile. Jusqu'à présent, il y a des bons impayés.
sans compter les scandales financiers, sans compter le mépris, l'arrogance de ceux-là qui nous gouvernaient. Au regard de toute cette situation, quoi de plus normal que le paradigme par le biais duquel nous devons passer pour changer les orientations nouvelles, les visions, ne permettent pas aux Sénégalais de prendre leur mal en patience. Et c'est plus qu'important, d'autant plus que les deux leviers par le biais duquel la question de l'emploi sera résolue, notamment le fonds GIP et le fonds 6, seront bientôt mis en œuvre et dotés par le biais du budget de l'État. En effet. Parce qu'on a réservé ce Oui, secteur. on va y arriver. Mais c'est juste qu'on est dans un débat plus ou moins global où moi j'ai l'obligation, à travers une vision, de dire clairement ce que le président Macky a proposé aux Sénégalais à travers son véritable chemin du développement et la situation dans laquelle nous avons hérité ce pays-là. Je crois que c'est un exercice auquel on va vous soumettre parce qu'on a ciblé 5 secteurs importants: l'emploi, l'éducation, les réformes institutionnelles, l'agriculture et le train de vie des Sénégalais. Donc on va procéder étape par étape, mais pour le moment, ce que j'attends de vous, c'est une appréciation générale. C'est que vous nous donniez des explications par rapport au fait que les choses traînent encore, par rapport au fait que les Sénégalais n'arrivent pas à se retrouver dans la politique de rupture mise en branle par Macky Sall. Je ne pense pas que les fonctionnaires, par le biais de renoncement de recettes, qui nous a permis de renoncer au moins à 28 milliards des recettes de l'État, qui rentrent dans le pouvoir d'achat des fonctionnaires, le diront. Je ne pense pas non plus... Vous parlez de l'augmentation des salaires. Absolument. De la baisse de l'impôt. Voilà, de la baisse de l'impôt sur les salaires. Et je ne pense pas non plus que la campagne agricole, où nous avons vu le paysan acheter son kilogramme d'arachide à 190 francs, à un certain moment à 250 francs, le dira également. Je ne pense pas non plus que l'éleveur qui a pu bénéficier de 29 milliards ou de 3,2 milliards, 3,5 milliards d'aliments pour bétail, le dira. On n'a pas connu pendant cette année 2012-2013 de la famine dans le monde rural. Et ça, c'était monnaie courante. On ne l'a pas connu parce que tout simplement, l'État a fait justice sur lui-même pour sortir l'équivalent de 19 et quelques milliards pour acheter des vivres de soudure. Je ne pense pas que cela diront qu'on ne sent pas encore cette rupture annoncée par le président Macky. Alors, comment expliquez-vous cette surchauffe de la grogne sociale? Mais non, pourquoi est-ce que les Sénégalais râlent encore? À ce niveau-là, on peut le comprendre. Les engagements pris par nos prédécesseurs étaient des engagements démentiels qu'un État ne peut pas respecter. Il fallait tout remettre en cause et repartir sur de nouvelles bases de négociation. Ce que les syndicats n'acceptent pas. Et je pense qu'on n'y peut absolument rien. C'est un changement de paradigme. C'est un passage obligé si nous voulons mettre ce pays sur le chemin du véritable développement. Merci beaucoup.